Pour comprendre comment nous sommes arrivés à notre époque dans les conditions que nous connaissons, et pourquoi le capitalisme, loin d'être la fin de l'histoire, touche à sa fin, il nous faut parler de la conception marxiste de l'histoire. L'histoire des sociétés, comme racontée par les historiens bourgeois, est une succession de déclins et d'effondrements, d'événements isolés, de batailles, de règnes et de personnages illustres. Pourtant, nous ne pouvons que constater que nous avons acquis une maîtrise technique, une organisation sociale et une production culturelle sans précédent, à l'opposé de tout effondrement. Loin d'être le fruit d'accidents ou d'erreurs de parcours, ou encore du caractère maléfique de l'humain qui ne respecte pas la nature, le capitalisme est le fruit de l'évolution sociale et historique, une évolution déterminée par des conditions objectives. C'est pourquoi nous vous proposons un voyage aux origines depuis l'aube de l'humanité avec une analyse marxiste. De cette manière, nous aurons posé le cadre pour parler du capitalisme. Durant des centaines de milliers d'années, les ancêtres de l'homme moderne ont vécu à l'état sauvage et se procuraient de la nourriture comme ils le pouvaient. La domestication du feu, dont la plus ancienne trace attestée remonte à environ 790 000 ans en Palestine, permit d'étendre considérablement les sources d'alimentation. On se mit à consommer du poisson et autres animaux aquatiques. Les outils fabriqués servaient essentiellement à se procurer la nourriture. La pointe de pierre fut une nouvelle avancée rendue possible par l'utilisation du feu, et permit l'invention de la lance et de l'arc. La chasse devint un moyen de se procurer davantage de viande comparé au régime charognard, mais aussi de faire de la poterie. Tout cela a pris des dizaines de milliers d'années. Les petits groupes dispersés d'humains n'étaient pas sûrs de trouver chaque jour de quoi manger et se déplaçaient régulièrement. C'était un régime de survie. Les humains étaient regroupés en clans qui rassemblaient de grandes familles apparentées, et plusieurs clans formaient une tribu. Les membres du clan partageaient tout et la propriété privée était impossible car il n'y avait pas de richesse qu'un individu ou une minorité pouvait accaparer. C'est pourquoi on appelle ce mode de production le communisme primitif. Tout ce qui était nécessaire à la survie était partagé entre les membres du groupe pour leur survie à tous. La pêche, la chasse, la préparation de nourriture et sa consommation se faisaient en commun. Les habitations aussi étaient communes, l'économie était commune. C'était un mode d'organisation nécessaire. À cette époque, si les humains avaient vécu de manière isolée, ils auraient été incapables de produire, d'inventer de nouveaux outils ou techniques. L'union dans les clans communistes a été la plus grande force de l'humanité durant une longue période. Grâce à la vie collective, les premiers succès ont été remportés dans la lutte contre la nature. Dans une telle société, le travail est réalisé pour le clan, et la faible production ne permet pas qu'il y ait exploitation de l'homme par l'homme. La seule division du travail qui existait était entre l'homme et la femme. Les femmes avaient un rôle primordial dans le foyer, et les hommes un rôle primordial dans la chasse et les travaux des deux domaines étaient nécessaires à la survie. La parenté, la filiation, passait par les femmes, car c'est elles qui donnent la vie. Les clans étaient matrilinéaires. La raison à ça est simple. On sait qui est la mère d'un enfant. On ne peut savoir directement qui est le père. Il n'existait ni matriarcat ni patriarcat. Il y avait aussi des individus plus forts et plus faibles, mais pas d'exploitation. Pour que l'exploitation soit possible, il faut pouvoir produire pour sa subsistance ainsi qu'un surplus. Dans la société primitive, la production se limite aux besoins du clan pour sa survie au jour le jour, avec le strict nécessaire. Il pouvait y avoir des guerres entre tribus voisines, en conflit pour l'accès à un site riche en gibier par exemple, mais les prisonniers de guerre étaient tués, quelquefois mangés, ou alors intégrés au clan, mais pas réduits en esclavage ou asservis. Le communisme primitif était conditionné par le développement des forces productives de la société, c'est-à-dire ce que le travail peut fournir à la société. On aurait tort de s'imaginer que les hommes primitifs ont créé ce régime consciemment. Il se forma et se développa d'une façon naturelle, sans égard à la volonté et à la conscience des hommes. C'est ce que Marx explique dans sa contribution à la critique de l'économie politique. Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté. Rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé,
de leur force productive matérielle. Le développement des forces productives de la société, le perfectionnement des outils existants et l'invention de nouveaux outils, l'apparition de l'élevage et de l'agriculture, l'emploi des métaux, tout cela amena le changement des rapports de production. Le communisme primitif se décomposa avec la même nécessité naturelle avec laquelle il s'était formé, et céda la place à la société de classe. La chasse fut progressivement remplacée par l'élevage grâce à la domestication des bêtes, qui devint une source permanente de lait, de viande, de peau et de laine. Au fil du temps, les chasseurs apprirent à ne plus seulement tuer, mais à maîtriser l'espèce qu'ils chassaient, ce qui commença principalement près des grands fleuves du sud-ouest de l'Asie, comme la vallée de l'Indus, dans les bassins de l'Amou Darya et du Sir Darya, et ceux du Tigre de l'Euphrate. Les tribus pastorales ont commencé à utiliser des objets que les tribus non pastorales ne connaissaient pas. L'élevage marqua donc la première division sociale du travail, ce qui inaugura le début du troc. Le troc restait jusqu'à là accidentel. Il se faisait par hasard, à un moment propice, mais avec l'élevage, il devint régulier car il y avait davantage de choses à échanger. L'agriculture se développa. On passa de l'horticulture à la culture des céréales, qui créa une source permanente d'aliments végétaux. Les premiers métiers à tisser furent inventés, simples cadres de bois pour confectionner des vêtements de laine. Par la suite, les hommes apprirent à fondre le minerai et utiliser le cuivre, par exemple, à fabriquer une grande quantité d'outils, d'armes et de poteries. L'augmentation rapide de la productivité du travail augmenta aussi la maîtrise de la nature. Ces nouvelles forces productives dépassaient le cadre du communisme primitif. Engels le résume de la manière suivante dans L'origine de la famille, de la propriété et de l'État. L'accroissement de la production dans toutes les branches, élevage du bétail, agriculture, artisanat domestique, donna à la force de travail humaine la capacité de produire plus qu'il ne lui fallait pour sa subsistance. Elle accrut en même temps la somme quotidienne de travail qui incombait à chaque membre de l'agence, de la communauté domestique ou de la famille conjugale. Il devint souhaitable de recourir à de nouvelles forces de travail. La guerre les fournit, les prisonniers de guerre furent transformés en esclaves. En accroissant la productivité du travail, donc la richesse, et en élargissant le champ de la production, la première grande division sociale du travail, dans les conditions historiques données, entraîna nécessairement l'esclavage. De la première grande division sociale du travail naquit la première grande division de la société en deux classes, maîtres et esclaves, exploiteurs et exploités. Les esclaves étaient étrangers au clan, ils n'en faisaient pas partie. Leur apparition dans le clan a nécessairement amené l'inégalité entre les membres du clan eux-mêmes, en premier lieu entre l'homme et la femme. Bien que chacun d'eux conservât la même place dans la société, les femmes avec les tâches domestiques et les hommes avec les tâches extérieures comme la chasse puis l'élevage, l'organisation générale de toute la société fut bouleversée. Les inégalités apparurent ensuite entre les différents chefs de famille, et le développement du troc y était pour beaucoup. Ainsi, la propriété privée et la division en classes de la société créa les conditions de l'oppression des femmes, dont l'origine n'est ni biologique ni due au caractère spécifique des hommes ou des femmes. Gagner la subsistance avait toujours été l'affaire de l'homme. C'est lui qui produisait les moyens nécessaires à cet effet et qui en avait la propriété. Les troupeaux constituaient les nouveaux moyens de gain. Ça avait été l'ouvrage de l'homme de les apprivoiser d'abord, de les garder ensuite. Aussi le bétail lui appartenait-il, tout comme les marchandises et les esclaves troqués contre du bétail. Tout le bénéfice que procurait maintenant la production revenait à l'homme. La femme en profitait elle aussi, mais n'avait point de part à la propriété. L'emploi du fer décupla la variété des outils et des objets d'usage. Le soc de charrue en métal permit d'étendre la variété des cultures. Il existait désormais une activité si variée qu'il n'était plus possible pour un individu de les pratiquer toutes. L'augmentation des forces productives entraîna la deuxième grande division sociale du travail. L'artisanat et l'agriculture se séparèrent.
La différence entre riches et pauvres s'établit à côté de la différence entre hommes libres et esclaves. Nouvelle scission de la société en classes qui accompagne la nouvelle division du travail. Les différences de propriété entre les chefs de famille individuels font éclater l'ancienne communauté domestique communiste partout où elle s'était maintenue jusqu'alors et, avec elle, la culture en commun de la terre pour le compte de cette communauté. Les terres arables sont attribuées aux familles conjugales afin qu'elles les exploitent, d'abord à temps, plus tard une fois pour toutes. La transition vers la propriété privée s'accomplit. Du communisme primitif et du régime de survie avait émergé, du fait des progrès dans la maîtrise de la nature par le travail, la société de classe qui désagrégea peu à peu ce qu'il restait de la société primitive. Encore une fois, ce processus s'étala sur des siècles, et ne fut pas le fruit d'une volonté quelconque, mais une évolution partant des réalités matérielles d'existence. L'accroissement de la population et le regroupement des clans et tribus poussèrent à la formation de peuples. Dans le même temps, l'utilisation généralisée des esclaves et l'inégalité croissante entre les membres de la société aboutirent à la formation de l'État comme appareil d'oppression de l'ensemble de la société aux mains de la classe exploiteuse. Le pouvoir, dans son sens politique, fit son apparition. Ce sont les toutes premières civilisations, celles du croissant fertile de la vallée de l'Indus notamment, et plus tard l'Égypte des pharaons. Du fait de la séparation entre artisanat et agriculture, des villes où se concentrait de plus en plus la population avaient fait leur apparition. Comme nous l'avons vu plus tôt, la division du travail s'accompagna de l'intensification du troc, qui mena à l'apparition du commerce et de l'argent. Une classe de commerçants qui achète et vend les marchandises fit son apparition, mettant à profit l'isolement des petits producteurs. En effet, l'esclavage fut pendant longtemps un appoint à la production familiale, et ne fut pas immédiatement massif, comme ce fut le cas par exemple dans les cités grecques. Les commerçants exploitaient les producteurs et les consommateurs en achetant à bas prix et en vendant à un prix plus élevé. Cette intensification du commerce eut pour conséquence d'augmenter la quantité d'argent en circulation, et ainsi les prêts avec intérêt et l'usure. Les petits producteurs, paysans et artisans, furent enchaînés par l'usure, la dette les asservit. Au sein de la population libre, la lutte entre usuriers et débiteurs a été la principale forme de lutte des classes. Les hommes libres qui ne pouvaient payer leurs dettes pouvaient se vendre comme esclaves pour pouvoir la payer. Les petits producteurs ruinés par l'endettement se transformèrent en prolétaires. Pas dans le sens moderne du mot, mais en une foule d'indigents ne possédant rien. Les terres des paysans ruinés étaient accaparées par les gros propriétaires fonciers qui utilisèrent le travail généralisé des esclaves pour former de grandes exploitations agricoles. Le travail des esclaves devint massif aussi dans les ateliers, les mines, les grands chantiers de construction, les galères, etc. L'esclavage était alors la base de la production, c'est-à-dire la principale source de richesse produite par le travail dans la société. La classe esclavagiste était composée d'une minorité de grands propriétaires fonciers possédant un grand nombre d'esclaves. Mais la société était très stratifiée, avec une population libre, citoyenne ou non, disposant de droits différents. Le passage du régime de la communauté primitive à celui de l'esclavage s'est d'abord produit dans les pays d'Orient. Le mode de production fondé sur l'esclavage était prépondérant en Mésopotamie, Sumérie, Babylonie, Assyrie, etc. En Égypte, dans l'Inde et en Chine du 4e au 2e millénaire avant notre ère. Au 1er millénaire avant notre ère, il régnait en Transcaucasie, Urartu, depuis les 8e et 7e siècles avant notre ère jusqu'au 5e et 6e siècle de notre ère. Il a existé au Khorezm, un puissant État esclavagiste. La civilisation des pays de l'Orient antique, où régnait l'esclavage,
exerça une influence considérable sur les peuples européens. En Grèce, l'apogée du mode de production basé sur l'esclavage se situe au 5e et 4e siècle avant notre ère. Par la suite, l'esclavage se développa en Asie mineure, en Égypte, en Macédoine, du 4e au 1er siècle avant notre ère. Il atteignit son plus haut degré de développement à Rome, du 2e siècle avant notre ère au 2e siècle de notre ère. L'esclave était la propriété de son maître et n'avait aucun droit civique. Il pouvait être tué en toute impunité ou revendu. Il est évident qu'il fallait recourir à la contrainte pour les faire travailler, car leur nombre dépassait de plusieurs fois celle des hommes libres. L'exploitation atroce des esclaves provoquait leur rapide disparition. En effet, leur durée de vie et leur reproduction étaient limitées. Il fallait sans cesse se procurer de nouveaux esclaves pour élargir la production, ce qui se faisait par les guerres que les États esclavagistes menaient de manière presque continue. Cette exploitation amena en réponse des révoltes dont la plus connue est celle de Spartacus en 77 avant Jésus-Christ. Les révoltes d'esclaves étaient aussi des révoltes de la population libre pauvre. C'est pourquoi l'insurrection de Spartacus gagna un grand nombre de partisans. L'esclavage était une étape nécessaire dans le développement de la société humaine, à un stade déterminé de l'histoire. L'esclavage a rendu possible une plus grande division sociale du travail. C'est ainsi que le travail manuel et le travail intellectuel furent séparés. Ce qui a permis le développement des sciences et des arts, des mathématiques, de la mécanique, mais aussi l'astronomie, la médecine, la géographie, la sculpture et l'architecture. Chose impossible à développer avec une économie de subsistance. Mais ce développement fut à son tour la cause de la décadence de ce régime. Comme le fondement de la civilisation est l'exploitation d'une classe par une autre classe, tout son développement se meut dans une contradiction permanente. Chaque progrès de la production marque en même temps un recul dans la situation de la classe opprimée, c'est-à-dire de la grande majorité. Ce qui est pour les uns un bienfait est nécessairement un mal pour les autres. Chaque libération nouvelle de l'une des classes est une oppression nouvelle pour une autre classe. L'introduction du machinisme, dont les effets sont universellement connus aujourd'hui, en fournit la preuve la plus frappante. Les grands empires esclavagistes ont orienté le travail des esclaves vers la production d'objets de luxe, d'armes, la construction de grands palais et de routes militaires destinés à étendre l'empire et l'acquisition d'esclaves. Durant cette période, la technique ne se développa presque pas. Cela se voit dans l'agriculture, qui était la branche fondamentale de la production d'alors, où il n'y eut presque aucun changement. Les empires comme Rome s'étendirent à leur maximum et soumettaient toutes les provinces à une exploitation féroce, d'où l'État tirait des impôts de manière abondante. Les provinces et leurs habitants étaient soumis au pillage constant des fonctionnaires romains et de leur armée. Cette exploitation barbare eut pour effet de détruire les forces productives. Ainsi, le système esclavagiste qui, à ses débuts, a été un facteur de développement, amené à son paroxysme, devint ensuite une cause de destruction des forces productives. Et avec l'appauvrissement général, le commerce déclina et le travail des esclaves cessa peu à peu d'être rentable. Vers le IIe siècle, l'Empire romain connut des insurrections d'esclaves qui s'associaient avec les couches pauvres de la population libre. L'appauvrissement de l'Empire s'accompagna en parallèle d'irruptions de peuples germaniques qui favorisèrent les insurrections. Les petites exploitations redevinrent avantageuses par rapport aux latifundia, qui se morcelèrent en petits terrains cultivés par des colons, issus majoritairement des esclaves affranchis dont le nombre augmentait, mais aussi d'hommes libres. Le colon était un cultivateur qui recevait un terrain et devait payer une redevance en argent et en nature. Contrairement aux fermiers libres, le colon était attaché à la terre et ne pouvait la quitter. On assiste à la fin de l'Empire romain à l'apparition de ce qui deviendra le serf du Moyen Âge. Cet épisode historique, qui est une révolution généralisée des esclaves, soutenue par les populations pauvres et par les seigneurs de guerre germaniques, qui avaient besoin de leur appui, est la cause de l'effondrement de l'Empire romain. Cette intense lutte des classes a été falsifiée en invasion barbare, alors que les seigneurs germaniques étaient latinisés et intégrés à l'Empire, bien que dans un rapport conflictuel.
À la fin du 5e siècle, ce processus de décadence de l'esclavage amène à l'apparition de la féodalité. La société féodale se composait de deux classes principales, les féodaux et les paysans. Elle comportait une division en classes qui plaçait l'immense majorité, la paysannerie serve, sous la dépendance complète d'une infime minorité, les seigneurs féodaux possesseurs de la terre. Une partie considérable des terres conquises fut accaparée par les rois et chefs militaires germaniques, qui les donnèrent à leurs guerriers en jouissance perpétuelle. Ces terres furent les fiefs de leurs propriétaires, les seigneurs féodaux. Cette époque de guerre incessante entre seigneurs rendait indispensable pour les petits propriétaires la protection d'un seigneur. En quelques siècles, les paysans libres passèrent sous la dépendance des seigneurs féodaux. En échange, les paysans s'engageaient à fournir en nature au seigneur féodal de quoi entretenir ses guerriers et à exécuter différents travaux. Vers le 9e siècle, le régime féodal, la féodalité, était installée en Europe. La féodalité s'étend sur une longue période. En Chine, le régime féodal a existé plus de 2000 ans. En Europe occidentale, il a duré plusieurs siècles, depuis la chute de l'Empire romain, 5e siècle, jusqu'aux révolutions bourgeoises d'Angleterre, 17e siècle, et de France, 18e siècle. En Russie, du 9e siècle à la réforme paysanne de 1861. En Transcaucasie, du 4e siècle jusque vers 1870. Chez les peuples de l'Asie centrale, des 7e et 8e siècles à la victoire de la révolution prolétarienne en Russie. Sa base économique était la petite production paysanne et l'artisanat libre. La production était naturelle, c'est-à-dire destinée à la consommation, à l'usage, bien plus qu'à l'échange. Ce n'était donc pas une production marchande. L'exploitation féodale de la paysannerie avait deux formes principales. Le paysan était obligé de travailler gratuitement durant un temps déterminé sur les champs du seigneur, c'est la corvée. Il est tenu de livrer une partie de la production de son propre ménage, c'est la redevance. Le paysan avait le droit de quitter son seigneur pour un autre, mais il restait paysan, soumis à la féodalité. Les artisans qui habitaient les villes produisaient pour la vente qui leur permettait de couvrir leurs besoins. Ils possédaient un jardin, du bétail, voire un champ. L'échange était local, entre la ville et la campagne environnante. Les produits importés d'autres pays étaient surtout des objets de luxe ou des épices. Le caractère naturel de la production, le faible commerce et la dégradation des anciens voies et moyens de communication accentuèrent le morcellement des pays en provinces et régions autonomes. Les artisans et commerçants des villes ont dû lutter contre la restriction féodale et s'organisèrent en guildes, c'est-à-dire en corporations professionnelles qui s'arrangeaient pour la gestion des entrepôts, de la qualité des produits ou du contrôle des prix. Les villes défendaient leur indépendance vis-à-vis des seigneurs féodaux et avaient leur propre garnison. Avec le développement des échanges, les seigneurs féodaux peuvent s'offrir davantage de produits de luxe, d'armes pour leurs troupes. En conséquence, ils ont dû renforcer l'exploitation des paysans sous leur dépendance. Les champs des seigneurs s'étendent au détriment de ceux des paysans. Les corvées et les redevances augmentent. La formation d'États centralisés qui prennent le pas sur les multiples fiefs féodaux renforce aussi l'exploitation des paysans. Le morcellement entravait le commerce, car chaque seigneur imposait des taxes sur ses terres et des droits de douane, frappait sa monnaie, etc. Les guerres fréquentes entre seigneurs voisins faisaient courir un risque aux commerçants. Les marchands avaient alors un intérêt à abolir l'indépendance des féodaux. Ils s'appuyaient sur les plus forts pour qu'ils s'imposent aux autres. Les armées féodales sont progressivement remplacées par les armées royales. Les États centralisés font ainsi leur apparition. Les redevances pour entretenir l'État féodal renforçaient l'exploitation des paysans. Dans le même temps, elles sont de moins en moins versées en nature et de plus en plus payées en argent. Le paysan doit alors vendre sa production au marché pour avoir l'argent nécessaire pour payer le seigneur. Cette période est marquée par de grands soulèvements paysans,
en lutte contre les seigneurs qui les exploitent. La jacquerie en France au XIVe siècle, la guerre paysanne en Allemagne au XVIe siècle, ou les révoltes de Razine et Pougacheve en Russie au XVIIe siècle en sont de parfaits exemples. Mais ces révoltes échouèrent toutes car les paysans ne trouvèrent pas d'alliés dans les villes. Le prolétariat moderne n'existait pas encore. Dans les villes, les changements sont considérables. Les maîtres artisans exploitent les compagnons, qui travaillent pour eux sans espoir d'ouvrir leur propre atelier. Les relations entre artisans et marchands se dégradent. Au début de la féodalité, les paysans fuyaient davantage vers les villes qui disposaient de plus grande liberté, ce qui permit un accroissement urbain et une force plus grande dans la lutte contre les féodaux. Mais la concurrence entre artisans devint une menace pour eux. C'est pourquoi les corporations restreignent l'admission des nouveaux membres, augmentent les délais d'apprentissage et renforcent l'exploitation des compagnons qui ont du mal à obtenir leur maîtrise. Les corporations cherchent à interdire les nouveaux procédés de production et ralentissent le développement technique tout en luttant contre le commerce de produits importés. Les corporations et les marchands sont en lutte. Le régime des corporations d'artisans est devenu un obstacle au développement de la production marchande, alors même que les voies de la navigation vers l'Inde et l'Amérique sont découvertes et donnent une grande impulsion au commerce. Le commerce extra-européen, pratiqué seulement jusqu'alors entre l'Italie et le Levant, fut maintenant étendu jusqu'à l'Amérique et aux Indes et surpassa bientôt en importance tant l'échange entre les divers pays européens que le trafic intérieur de chaque pays pris à part. L'or et l'argent d'Amérique inondèrent l'Europe et pénétrèrent comme un élément de décomposition dans toutes les lacunes, fissures et pores de la société féodale. L'entreprise artisanale ne suffisait plus aux besoins croissants. Dans les industries dirigeantes des pays les plus avancés, elle fut remplacée par la manufacture. La manufacture capitaliste apparut dans ces conditions. Face à la monopolisation des corporations dans les villes, les commerçants qui cherchent l'augmentation de la production et donc de la quantité de marchandises à vendre sur le marché stimulent la production artisanale, surtout le tissage, dans les campagnes. L'artisan isolé, loin de ses acheteurs, tombe sous la dépendance immédiate de l'entrepreneur capitaliste. L'artisan vend ses produits à bas prix. Il reçoit ensuite des prêts de la part de l'entrepreneur, en argent et en matières premières. Et il devient ouvrier occupé à traiter les matières premières de l'entrepreneur. L'artisan qui fournit son outil gagne à peine de quoi vivre. L'entrepreneur capitaliste regroupe alors les artisans éparpillés dans un seul endroit où ils travaillent comme ouvriers salariés, dépourvus de tout moyen de production et dépendants du bon vouloir de l'investisseur. Le capital commercial devient capital industriel. À côté de la petite production marchande, apparaît la grande production capitaliste, la manufacture. La manufacture concentra la main-d'œuvre, mais aussi développa considérablement les forces productives. Désormais, la division du travail ne se fait plus entre différents petits producteurs liés par le marché, mais au sein même de la manufacture. De nouveaux rapports de production apparaissent. Le capital n'existait autrefois que sous la forme de capital usuraire et commercial. C'est pour cette raison que même s'il y avait de l'usure et des prêts à Rome, il n'existait pas de capitalisme, car les marchands exploitaient les petits producteurs qui vendaient leurs propres produits de manière indépendante. Désormais, l'ouvrier ne vend plus ses produits, mais sa force de travail. Ces rapports de production n'existaient pas auparavant. Les moyens de production appartiennent au capitaliste, qui est aussi propriétaire des marchandises produites par l'ouvrier. Celui-ci reçoit un salaire et produit la survaleur pour le capitaliste. L'ouvrier est exploité par le capitaliste. C'est comme ça que le mode de production devint capitaliste. Ce sont des rapports de production nouveaux qui viennent bouleverser l'ordre féodal. Ce développement est freiné par le système corporatif des villes, par l'État féodal. Le féodalisme, qui correspondait à son origine au niveau des forces productives de la société et qui a été un progrès, entre désormais en contradiction avec les forces productives accrues, et sa suppression devint une nécessité historique.
La production marchande prit le pas sur l'économie naturelle qui dominait alors. Dans l'économie naturelle, sous l'esclavage et le féodalisme, la majeure partie de la production n'est pas destinée au marché. Elle est directement utilisée sans achat ni vente. La production marchande considérablement étendue par le capitalisme causa un bouleversement, car la production n'a plus pour but la satisfaction des besoins sociaux, mais l'enrichissement des capitalistes, et la recherche de profit devint alors son moteur. De la manufacture, l'usine surgit bientôt apportant un formidable bond dans la production à l'aide de machines nouvelles. Les capitalistes sont en constante concurrence pour augmenter leur production et devancer les autres. Pour cela, ils doivent exploiter toujours plus les ouvriers et innover dans la technique. Et comme producteurs d'ardeur des autres au travail, comme pompeurs de surtravail et exploiteurs de force de travail, il, le système capitaliste, dépasse en énergie, en démesure et en efficacité tous les systèmes antérieurs de production reposant directement sur du travail forcé. Le capitalisme augmente le nombre d'industries, développe les moyens de communication et crée le marché mondial, étendu à tout le globe. Le capitalisme ne supprime pas totalement les anciens modes de production. Il les intègre et se les subordonne. C'est la raison pour laquelle le développement du capitalisme s'accompagna du plus grand trafic d'esclaves de l'histoire, décuplé par la capacité productive et les besoins de rendement du capitalisme. C'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, la paysannerie reste la classe la plus nombreuse dans le monde, bien qu'elle ait disparu des pays impérialistes. Si le capitalisme s'est développé dans une poignée de pays, il n'a pas pour autant accéléré le développement dans le reste du monde. Des crises viennent régulièrement secouer le capitalisme, car en développant les forces productives, il se révèle de moins en moins capable de les maîtriser. Les multiples krachs boursiers et crises économiques le montrent. Cela signifie que le capitalisme, en reposant sur la propriété et la gestion privée des moyens de production, est devenu un obstacle au développement de la société, car il entrave les forces productives de la société. Sa suppression par le moyen d'une révolution est devenue une nécessité historique. Le capitalisme a créé en se développant les bases matérielles nécessaires à l'édification d'une société reposant sur la propriété collective, mettant fin à l'obstacle de l'intérêt privé. Il a aussi créé la force capable de le renverser, la classe ouvrière, le cœur du prolétariat. En survolant l'histoire de l'humanité, nous avons vu que l'évolution des sociétés et le changement de mode de production ne doit rien au hasard, ou à des facteurs externes à la société elle-même. Tout découle du rapport entre les forces productives et les rapports de production. C'est cette contradiction qui détermine le mouvement de l'histoire. Tout le reste, les bouleversements religieux, politiques, sociaux, les traditions, l'art et la science, tout découle de l'évolution de cette contradiction qui s'inscrit dans la lutte des classes. C'est ce que signifie cela quand on dit que la lutte des classes est le moteur de l'histoire, et qu'elle détermine toute vie sociale. Marx le dit en ces termes. Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté. Rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leur force productive matérielle. À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants, ou ce qui n'en est que l'expression juridique, avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors. De forme de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports en deviennent des entraves. Alors s'ouvre une époque de révolution sociale. Chaque changement précédent a vu un régime d'exploitation en remplacer un autre, permettant à chaque fois un nouveau développement dans la société. À chaque mode de production, les classes dominantes possèdent pour elles-mêmes les moyens de production, quand ce n'est pas les producteurs eux-mêmes comme pour l'esclavage. Le capitalisme a ouvert la possibilité pour la première fois dans l'histoire humaine de mettre fin au régime d'exploitation des classes. En effet, le prolétariat est la dernière classe de l'histoire à n'amener dans son développement qu'une seule possibilité, l'abolition de la propriété privée des moyens de production et donc la destruction de la base matérielle de l'exploitation. La révolution prolétarienne en instaurant la dictature du prolétariat ouvre sur une phase de transition historique de transformation révolutionnaire de la société, le socialisme, première phase vers le communisme.
Sous le socialisme, chaque avancée des forces productives ne constitue plus un renforcement de l'exploitation, car ces forces sont aux mains du prolétariat, et sa dictature est menée contre les anciennes classes exploiteuses. Ces lois du développement de la société ont été découvertes par Marx et Engels, qui ont fondé le marxisme, l'idéologie du prolétariat, fruit des millénaires de développement de la société et de la pensée humaine. Cette idéologie permet d'étudier les lois du développement et de la chute du capitalisme, et donc les lois de la révolution prolétarienne et de l'édification socialiste. L'économie politique est l'une des 3 branches du marxisme. C'est une arme puissante aux mains du prolétariat car elle permet de baser sa stratégie sur la réalité économique et sociale de chaque pays. Lénine s'en est emparé pour analyser l'impérialisme et montrer qu'il est le stade de pourrissement du capitalisme. Il a montré que la révolution prolétarienne est devenue une tâche urgente et pratique. Ces thèses ont été vérifiées dans la pratique par le mouvement communiste international. Le président Gonzalo a montré que le pourrissement avancé de l'impérialisme dans lequel nous étions entrés créait les conditions pour une période d'offensive révolutionnaire sans précédent à l'échelle de toute l'humanité, comme le montre la multiplication des guerres révolutionnaires dans le monde et les luttes de masse de plus en plus aiguës et intenses. Les conditions objectives sont mûres pour le renversement du capitalisme, qui s'enfonce dans une crise de fin de vie et les masses sont prêtes à lutter. Il ne manque que les conditions subjectives, c'est-à-dire la reconstitution des partis communistes comme quartier général de la révolution, assumant la violence révolutionnaire et organisant le mouvement de masse pour amorcer la création d'un nouveau pouvoir. C'est pourquoi l'étude de l'économie politique est importante pour les révolutionnaires conséquents. Le prolétariat a besoin de forger son avant-garde, trempé dans la lutte des classes et pas en dehors. Nul ne peut se revendiquer du marxisme en séparant la théorie et la pratique.